Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Au lendemain de cette grande nuit qui vaut 1000 nuits d'adoration, nous parlons de la nuit du destin, jour férié donc en ce beau jeudi. Nous avons le bonheur de vous annoncer que toute l'équipe de production de la matinale est fin prête afin de vous offrir le bonheur tout au long de ce rendez-vous matinal. Merci d'être toujours au rendez-vous. Merci d'être de plus en plus nombreux devant vos écrans pour nous suivre. Amis téléspectateurs, nous serons ensemble jusqu'à environ 8 heures pour rien que du bonheur. Ça commence maintenant. Bonjour mesdames et messieurs, en espérant que vous allez bien. Les régions de l'ouest, du littoral et du sud forestier seront nuageux avec localement quelques averses de pluie en début de matinée. Puis progressivement fera place à un ciel partiellement nuageux. Des nuages en dissipation sur les parties nord, centre, est et ouest laisseront des pluies résiduelles. Le temps sera par la suite généralement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée: 24 degrés à Bangoro, 26 degrés à Abidjan, 25 degrés à Adiaké, 22 degrés à Bunduku, 23 degrés à Boaké, 21 degrés à Bouna, 22 degrés à Bundiali, 24 degrés à Daloa et Dimokro, 23 degrés à Gagnoa, 22 degrés à Giglo et Kong, 23 degrés à Korogo, 22 degrés à Man, 23 degrés à Ojene, 25 degrés à San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Séguéla, 23 degrés à Soubré, 24 degrés à Tabou, 23 degrés à Tiasalé, 22 degrés à Touba et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. Pour cet après-midi, les régions du sud forestier et du littoral seront sous un temps nuageux accompagné de pluie avant de faire place à un temps simplement nuageux. Les régions du nord, de l'est, du centre et de l'ouest seront sous un temps partiellement nuageux. Ailleurs, on aura une alternance nuages et soleil. Les températures prévues pour cet après-midi: 33 degrés à Bangoro, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bunduku, 34 degrés à Boaké, 36 degrés à Bouna, 34 degrés à Bundiali, 33 degrés à Daloa, 36 degrés à Dimokro, 33 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Giglo et Kong, 36 degrés à Korogo, 34 degrés à Man, 35 degrés à Ojene, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 34 degrés à Séguéla, 32 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 35 degrés à Touba et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis, c'est toujours un plaisir de vous donner ces informations. C'est un nouveau tour de l'actualité qui démarre maintenant. Bonjour, bienvenue à tous. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a échangé hier à Niamey avec le président du Niger. Mohamed Bazoum a salué le choix du vice-président et lui a exprimé toute sa satisfaction pour sa compétence et son engagement à la tête de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Mama Traoré. C'est le palais de la présidence de la République du Niger qui accueille ce mercredi après-midi le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Tiemoko Melie Kone est reçu par le chef de l'État nigérien, Mohamed Bazoum. Au moment où il quitte ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale pour rejoindre l'exécutif ivoirien, il était du devoir de Tiemoko Melie Kone de venir présenter ses adieux au président nigérien.
Reconnaissant du travail abattu par l'Ivoirien à la tête de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Bazoum décide de l'élever au rang de commandeur dans l'ordre du mérite du Niger. Distinction remise par le chef du gouvernement nigérien, Oumoudou Mahamadou. C'est beaucoup d'honneur, beaucoup de considération pour m'avoir distingué à cet ordre. Et en tant que commandeur, c'est avec beaucoup de fierté que je l'apporte. En 11 années passées à la tête de la BCEAO, Tiemoko Melie Kone aura contribué à la stabilité monétaire de la zone UEMOA en développant des mécanismes innovants de financement des économies des 8 États membres. Juste après cette rencontre, le vice-président Tiemoko Melie Kone s'est entretenu avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mamad Saleh Anadif. L'organisation prochaine à Abidjan d'un atelier sur la cohésion sociale et le rôle moteur de la Côte d'Ivoire dans la stabilité de la sous-région ont été au centre de l'entretien. Ils ont passé l'étape de la formation commune avec succès. Près de 3000 recrues présentées au drapeau à Bouaké, Yamoussoukro et Séguéla. Ils viennent renforcer les rangs de l'armée. Ces soldats constituent le premier contingent d'un effectif total de 10 000 militaires à recruter sur 2 ans. Kader Sogodogo. 985 nouveaux soldats à Yamoussoukro, 984 à Séguéla et 985 à Bouaké. Ils sont au total 2954 nouveaux soldats qui intègrent les rangs des forces armées de Côte d'Ivoire, FACI. Ils sont présentés au drapeau après une formation commune de base qui aura duré 3 mois. Ces soldats appartiennent à la classe 2022-1A. Ils sont les premiers d'un contingent de 10 000 militaires à recruter sur 2 ans, une recommandation du Conseil national de sécurité. Un programme qui permettra de renforcer les effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire tout en rétablissant la pyramide des grades. C'est un insigne honneur d'être jugé digne d'être présenté au drapeau, consacrant ainsi votre admission dans la grande famille militaire. N'oubliez jamais que vous avez été sélectionné parmi des milliers de jeunes volontaires, tous désirés de servir au sein des forces armées nationales. Soyez fiers et dignes de recevoir le drapeau. La cérémonie de présentation au drapeau, son objectif est de permettre une meilleure intégration de nos recrues dans le corps militaire, en cultivant en elles la confiance en soi, l'esprit militaire, l'élévation et le dépassement de soi. Elle s'est traduite par la transmission de connaissances tactiques et techniques, mais surtout des valeurs et obligations qui doivent désormais être les leurs. Après cette présentation au drapeau, les nouveaux soldats s'en vont en formation complémentaire dans leurs unités d'affectation. Le contre-amiral Amara Kone à Bouaké, les généraux de brigade Ousmane Chérif à Séguéla et Ahmed Zana à Yamoussoukro ont représenté à ces 3 cérémonies de présentation au drapeau le général de corps d'armée Lassina Doumbia. La police nationale a procédé hier à l'incinération de 2,5 tonnes de cocaïne d'une valeur de 42 milliards de francs CFA. C'est en présence du procureur de la République, Richard Adou, et du directeur général de la police, Youssouf Kouyaté. La cocaïne détruite a été saisie à San Pedro et Koumassi dans des investigations. Didier Nguessan. La CRS, la police des stupéfiants et des drogues et sa brigade spéciale, avec à leur côté des sapeurs-pompiers. Tout un dispositif sécuritaire mobilisé pour incinérer cette importante saisie de drogue. Elle est estimée à plus de 2,5 tonnes pour une valeur marchande de 42 milliards de francs CFA. C'est au cours d'une saisie incidente à la suite d'un événement à Koumassi, le commissariat du 20e arrondissement qui s'est déporté sur les lieux a pu découvrir avec l'apport technique de notre direction de lutte contre les stupes par excellence, la DPSD, on a pu découvrir cette quantité. L'enquête s'est poursuivie à San Pedro et nous avons pris le gros du lot à cet endroit. C'est un trafic international.
Le procureur de la République, près le tribunal de première instance du Plateau, Richard Adou, a pris part à cette incinération. Pour lui, la Côte d'Ivoire dispose d'un important levier juridique pour faire face au trafic international de stupéfiants. Il y a une quinzaine de personnes qui ont déjà été interpellées, plusieurs nationalités, mais on n'est pas dupes. Nous savons également qu'il y a beaucoup de personnes qui courent encore et donc nous n'osons pas, en début de procédure, dire quelles sont les personnes qui sont impliquées. La loi est extrêmement sévère en ce qui concerne tout ce qui est trafic international de drogue. C'est au moins 20 années d'emprisonnement pour tous ceux qui ont participé, de près ou de loin. Cette saisie est un record pour la police nationale de par son volume. Les enquêtes se poursuivent pour situer les responsabilités. Après l'affaire de Miss au Sénégal fin 2021, le concours Miss Rwanda est à son tour dans le collimateur de la justice. Le patron de l'organisation, Dieudonné Ishimwe, a été arrêté mardi à Kigali, la capitale du Rwanda. Il est soupçonné d'agression sexuelle sur d'anciennes participantes au concours de beauté. Selon certaines sources, jusqu'à 7 femmes auraient témoigné avoir été victime d'agression sexuelle de la part de cet ancien musicien de 36 ans. Ancien musicien de 36 ans. Voilà, c'est donc la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7 h. Merci Régis Kofi. Matin Bonheur se poursuit avec le sommaire illustré pour vous permettre de découvrir toutes ces belles rubriques que nous avons concoctées pour vous, amis téléspectateurs. Vous avez d'autres rendez-vous, 2 autres rendez-vous avec Régis Kofi pour le flash d'information. Des informations, il y en a une aujourd'hui pour la rubrique Info jour J. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour vous, amis téléspectateurs? Et aujourd'hui, on va aller au-delà de nos frontières. Combien ça coûte sur nos marchés pour les produits vivriers? Nous vous proposons les prix exacts dans les marchés d'Abidjan et environ. Fitness, c'est sûr qu'après la nuit du destin, on n'est pas en forme pour bouger, mais on va le faire quand même pour entretenir la santé. Et nous avons l'invité du jour qui nous parlera de notre alimentation et plusieurs autres invités pour votre plaisir sur ce plateau, amis téléspectateurs. C'était tout pour le sommaire illustré concernant les rubriques qui vont alimenter notre temps d'antenne aujourd'hui. Allez, on commence maintenant avec Info Jour J. Pour les informations jour J, nous sortons de la Côte d'Ivoire et nous nous retrouvons en France. Et encore, pour parler de la Côte d'Ivoire, c'est un bonheur de parler de notre beau pays à Paris, à la foire de Paris sous le thème Côte d'Ivoire, attractivité et opportunité d'investissement. La Côte d'Ivoire, une présence remarquée. Ça va être du 28 avril au 9 mai. Le 28, c'est aujourd'hui, non les amis? Donc ça commence aujourd'hui. Tous ceux qui nous représentent sont bien installés à Paris. Donc si vous êtes à Paris, n'hésitez pas donc à faire un tour à la foire de Paris. Revenons en Côte d'Ivoire pour savoir combien ça coûte. Combien ça coûte? Voici pour vous des produits vivriers, en commençant par l'arachide qu'on retrouve à 900 francs CFA. Alors, tous les prix que nous allons vous proposer, amis téléspectateurs, il faut retenir, c'est au kilogramme. Donc, nous avons des arachides à 900 francs CFA le kilogramme, des haricots verts à 1200 francs CFA sur nos marchés, le riz local pour de la bonne bouillie. Vous savez, pendant le mois de jeûne, là, c'est pas seulement le mil, hein, vous pouvez faire aussi de la bouillie de riz, de la bouillie de couscous, de la bouillie de maïs, pour varier un peu, parce que boire le mil 24 heures, enfin, tous les jours, là, 30 jours sur 30, c'est pas toujours évident. Donc, pour changer un peu, ajoutez la bouillie de riz, la bouillie de maïs, la bouillie de couscous, ça passe super bien. Donc, le riz local est à 500 francs CFA le kilogramme. Nous avons du gombo à 400 francs CFA. Le kilogramme pour le sous-marin à la frime, ça passe super bien. Le piment, c'est le piment, hein, je ne comprends pas bien. Pourquoi c'est devenu si cher? 1100 francs le kilogramme. Mais après, si ce n'est pas le piment sans bon, parce qu'on a le piment qu'on met juste pour parfumer la sauce. Et puis, il y a ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le piment garçon. Quand vous mangez ça, vous savez que vous avez pris du piment. Après, si c'est le piment garçon, là, ça passe bien parce que, bon,
On va juste prendre un tout petit peu pour épicer la sauce. De la tomate type salade à 700 francs CFA le kilogramme. Ce serait bien de manger léger les soirs sous les conseils avisés de notre nutritionniste maison, Docteur Envo. De l'oignon blanc à 500 francs CFA. Des choux, bon, c'est bon pour la santé, mais c'est souvent difficile d'en consommer. Mais après, un bon assaisonnement, imaginez ça sur du tchèp, magnifique. Alors, nous avons des choux à 300 francs CFA et puis les mangues. Ouh, c'est la saison, les mangues à 400 francs CFA le kilogramme. C'était tout pour combien ça coûte. J'étais censée avoir mon invité sur le plateau. Est-ce qu'il sera avec nous après quand même la nuit du destin ou pas? Bon, on s'apprête à le retrouver, mais j'ai envie qu'on s'intéresse à un sujet qui n'est pas mal du tout. Il s'agit du mil. On a un reportage à vous proposer sur le mil. Regardez. Akouedo, commune de Cocody. C'est ici que vit Isha, commerçante de granulés de mil, utilisés pour faire de la bouillie. La bouillie de mil, prisée par les musulmans, surtout pendant le mois de Ramadan. Les indispensables granulés de mil, le secret d'une bouillie délicieuse et onctueuse, accompagnée d'épices pour élever le goût de cette céréale. Comment s'obtiennent donc ces grains qui cuisent dans de l'eau sans être écrasés? Tout d'abord, il est impératif de séparer les mauvais grains des bons. Une étape qui dure près d'1 heure en fonction de la quantité du mil. Je suis en train de laver le mil pour enlever tout ce qui est débris, tout ce qui est saleté, puisque le mil est beaucoup sale. Donc, je fais comme ça pour enlever le sable, les cailloux, tout et tout. Une fois bien nettoyé, le mil est conservé dans un sac pour y extraire l'eau. Je suis en train de mettre le mil dans le sac pour laisser couler l'eau, pour que l'eau puisse passer. Vient ensuite l'étape du mélange des épices avant le passage au moulin. Moi, je mets assez de gingembre et assez aussi de baobab pour donner un bon goût à la bouillie. C'est ça ma particularité. Après le moulin, Isha, aidée par sa sœur, tamise le mil et les granulés avant le séchage. Je dois mettre 2 heures pour faire les grains, pour s'assurer que les grains sont bien faits. Donc je vais mettre juste 2 heures ou même 3 heures selon la quantité du mil. Le séchage dure 2 à 3 jours. Après le séchage, nous filtrons le mil pour ne pas qu'il y ait de gros grains et de petits grains à la fois dans la même bouteille. Donc, il y a certaines personnes qui préfèrent les petits grains, d'autres aussi préfèrent les gros grains. Donc, nous avons opté pour les petits grains pour que ce soit plus beau. Nous sommes donc prêts à aller livrer. Je dis que c'est un business rentable parce que ça me permet de m'occuper de moi-même, de ma famille. Pour écouler ses produits, Isha crée une page Facebook. La page reste un peu méconnue du grand public. Elle fait donc du porte-à-porte et propose aussi ses grains de mil aux marchands. Il faut vite vendre, puis elle fait encore pour dans Carême, là, ça sort très bien. Les clients aussi viennent, j'achète, que ça sort très bien. Nathalie fait partie des clientes fidèles d'Isha. Nous la retrouvons chez elle ce mercredi. Au menu, bouillie de mil. Nous qui n'avons pratiquement pas le temps, on court un peu partout. Quand on arrive, on prend rapidement ces granulés de mil. Rapidement, en tout cas, c'est très très facile à faire. Ça nous facilite même la tâche. On n'a pas besoin d'aller au marché et autres. Et puis, facile à faire. C'est digestif. Il y a un peu de tout, quoi. C'est-à-dire peut-être 3 en 1 ou 2 en 1. C'est comme vous voulez. Il y a tout dedans. Les grains de mil ont de beaux jours devant eux. La bouillie à base de granulés de mil, la reine des bouillies, ça en a tout l'air en tout cas. Surtout en cette période du jeûne musulman. Elle s'invitera encore et encore dans nos assiettes. Et
Et vient de nous rejoindre sur ce plateau. J'ai failli dire monsieur ou El Hadj, mais non, je vais m'arrêter à frère Yacoub Koné, qui est aumônier musulman au lycée Garçon de Bingerville. Il est journaliste, il est responsable de la communication du COSIM section Bingerville. Et avec lui aujourd'hui, nous parlerons de la nuit du destin et surtout de son impact réel sur la société. Frère Koné, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Surtout au lendemain de la nuit du destin. C'est-à-dire que c'est de la mosquée que vous avez enchaîné ici. Exactement. Vraiment, toute l'équipe vous dit merci parce que c'est un véritable sacrifice que vous venez de faire pour nous entretenir sur ce sujet qui est très important. Alors, dites-nous, concernant le ramadan, comment on peut le définir? Bien, aouzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alors donc, il y a deux définitions, n'est-ce pas, dans le Ramadan. Il y a le jeûne du mois du Ramadan. Il y a le Ramadan lui-même, n'est-ce pas, pris dans son étymologie. Donc, définir le Ramadan dans son étymologie, en arabe, le mot Ramadan porte 5 lettres. Alors, le Ramadan, le Raou, ramène à ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu, le Rahma. Le Rahma, et puis il y a le Maghfira, le Mim, la lettre M, le Mim, Al-Maghfira, ça ramène, n'est-ce pas, ce qu'on appelle au pardon des péchés. Et puis il y a ce qu'on appelle le Dod, qui ramène à l'affranchissement de l'enfer. Et puis le Alif qui vient, ça ramène, n'est-ce pas, au partage, à l'altruisme, n'est-ce pas, à la solidarité. Et enfin, le Nun qui vient à la fin, n'est-ce pas, c'est la lumière qui doit accompagner le jeûneur en dehors du mois du Ramadan. Ça, c'est l'étymologie. Maintenant, si on vient, n'est-ce pas, à la définition du jeûne du mois de Ramadan, le jeûne, selon les linguistes, n'est-ce pas, arabes, c'est s'abstenir d'eux ou bien se priver d'eux. Alors, donc, au point de vue juridique, alors, le jeûne du mois de Ramadan, c'est le fait, n'est-ce pas, pour le musulman, ayant, n'est-ce pas, atteint l'âge de la puberté et en pleine possession de ses facultés mentales. Alors, celui-là, n'est-ce pas, il observe le jeûne dans un intervalle bien défini par la loi. Donc, il se prive de nourriture, de boissons, de tout rapport intime et de tout ce qui peut rompre le jeûne, n'est-ce pas, dans un intervalle de temps défini par la loi. En ce moment, nous commençons à jeûner déjà, n'est-ce pas, à partir de 4 heures jusqu'à 4h50, 4h55. Et enfin, la prise du repas du jeûne et jusqu'à la prière de 18h, à la rupture à 18h20, 18h25. Excusez-nous, c'est à 4 heures que vous mangez avant de commencer le jeûne? Oui, à 4 heures. Le jeûne, il commence vraiment à quelle heure? À 5 heures ou à 6 heures? Non, ça commence déjà à partir de 4 heures. On peut manger déjà, c'est bon, c'est l'intervalle ouvert de 3 heures du matin jusqu'à 4h55. De 3 heures du matin jusqu'à 4h55. Là, on peut manger pour s'apprêter à jeûner. Voilà, pour s'apprêter à jeûner. Et ensuite, à partir de 5h55, non, 4h55, le jeûne commence. C'est un peu à l'appel de la prière. Voilà, à l'appel de la prière. En fait, bon, il y a, avec, n'est-ce pas, le développement de la technologie, les différentes radios, pour éviter de faire de la publicité, nous donnent l'information déjà, n'est-ce pas, de l'heure à laquelle on doit arrêter de manger. Donc, à partir de ce moment butoir, nous commençons le jeûne jusqu'à l'heure de la rupture qui est fixée entre 18h21, 18h22, 18h23. Oui. Voilà, donc... Voilà. Ah, c'est pas 18h30 en Non, fait. Et ça varie aussi souvent selon les pays. Voilà, ça varie selon les pays. Ça varie même ici, mais selon les moments. C'est ça. À l'entame du Ramadan, alors, le moment auquel on faisait la rupture, n'est-ce pas, a changé. Nous sommes en train de descendre doucement, doucement. Donc, voici, n'est-ce pas, grosso modo, présenter l'intervalle dans le temps dans lequel, n'est-ce pas, on rend le jeûne. Puis maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle l'obligation de jeûne du mois de Ramadan, comme je le disais tantôt, qui incombe, n'est-ce pas, à celui qui a atteint la puberté et qui est en pleine possession de ses facultés mentales. Et ce sont faites, n'est-ce pas, à une catégorie de personnes qui sont soumis à un régime, n'est-ce pas, de jeûne compensatoire en dehors du mois de Ramadan. C'est quoi le régime compensatoire? Jeûne compensatoire? Voilà, en fait, je prends le cas d'un malade. Oui. S'il a été établi par expertise médicale qu'il est inapte à jeûner, alors on fait ce qu'on appelle la compensation et donne en aumône, n'est-ce pas, une certaine valeur de blé ou de riz, de quantité de riz ou bien de mil, alors, n'est-ce pas, pour compenser le jeûne qu'il rate, puisqu'il est malade et il est dans les possibilités physiques de manifester sa volonté. Donc, il est appelé, n'est-ce pas, à faire cette compensation-là pour remplacer le jeûne. Mais même si on jeûne, il faut aussi faire des dons, non? Non, quand on jeûne, ça n'a rien à voir ici. Il s'agit, n'est-ce pas, du principe juridique.
C'est-à-dire que celui qui est mal, qui n'est pas malade. Non, ça nous avons compris, Ouais. mais je veux dire, c'est le mois du partage. Oui, c'est le mois du partage. Même si on a jeûné, Ouais, même si on ne a va pas jeûné. dire que parce Voilà. qu'on a réussi à jeûner qu'on ne partage pas. On partage, puisque dans le mois de Ramadan, le prophète, n'est-ce pas, c'était un homme très charitable, mais il redoublait encore de charité dans le mois de Ramadan. Et il nous a même dit que celui, n'est-ce pas, qui aide son frère musulman à rompre son jeûne, il bénéficie du même mérite sans que ce mérite-là cesse. Donc pour nous inciter, n'est-ce pas, à faire le maximum de dons pendant le mois de Ramadan. Alors, c'est bien que vous puissiez parler de mérite, parce que là, à quoi on a envie de savoir à quoi est-ce qu'un musulman qui a observé le jeûne du mois de Ramadan doit s'attendre effectivement en termes de mérite. En termes de mérite, le mois de Ramadan est un mois dans lequel Dieu, n'est-ce pas, accorde beaucoup de privilèges aux croyants jeûneurs. Alors, pendant ce mois de Ramadan, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, dans un hadith à thème divin, que tout ce que le serviteur fait, n'est-ce pas, lui appartient. Mais le jeûne du mois de Ramadan, la récompense ne relève que de Dieu. C'est Dieu seul, n'est-ce pas, qui récompense le jeûneur. Et il a dit dans un autre enseignement que si ma communauté savait ce qui était dans le jeûne du mois de Ramadan, elle aurait souhaité, n'est-ce pas, que ce jeûne-là continue toute leur vie. Parce que c'est un mois d'élévation spirituelle. À travers ce mois, Dieu fait montre, n'est-ce pas, de l'immensité de sa miséricorde. Alors comment, n'est-ce pas, on peut appréhender l'immensité de cette miséricorde? Dans un premier temps, dans ce mois de Ramadan, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, celui, n'est-ce pas, qui jeûne le mois de Ramadan avec sincérité et en comptant sur la récompense de Dieu, tous ses péchés lui sont pardonnés. Amen. Tous ses péchés lui sont pardonnés. Et pendant le mois de Ramadan, Dieu lui ferme toutes les portes de l'enfer et il lui ouvre toutes les portes du paradis. On lui dit qu'il est dans la grâce du Seigneur jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Et même au niveau des prières, des rites, je prends le cas de la prière, en dehors du mois de Ramadan, lorsque nous faisons une prière, on a 10 bénédictions, un seul mérite, quand on le fait individuellement. Mais quand on le fait à la mosquée, on a 10 bénédictions, on a 27 mérites. Mais dans le mois de Ramadan, une seule prière, on vous donne, n'est-ce pas, la valeur de 70 prières obligatoires. Finalement, peut-être que toute l'année, si on a eu des difficultés, il faut rapidement se rattraper dans le mois du Ramadan. Il faut rapidement se rattraper dans le mois du Ramadan, parce que c'est le mois dans lequel Dieu fait beaucoup de grâce aux croyants. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur le mois du Ramadan. Mais voilà, grosso modo, ce que je peux dire pour montrer un peu. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un mois dans lequel Dieu nous fait beaucoup de grâce. Alors, quel est l'impact du jeûne dans la vie du musulman? Est-ce que c'est un musulman entièrement béni, justement, avec ces mérites-là? Est-ce que, justement, pour ceux qui sont autour de ce musulman, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Est-ce qu'il va réussir à impacter aussi positivement ceux qui sont autour de lui? Oui, dans le mois du Ramadan, d'abord, l'impact peut se laisser entrevoir à travers même, n'est-ce pas, la disposition des décades du Ramadan. Dans le Ramadan, il y a 3 décades. La première décade, c'est la décade de la miséricorde. La seconde décade, c'est la décade du pardon des péchés. Et puis la dernière décade, c'est la décade de l'affranchissement de l'enfer. À ce moment précis, n'est-ce pas, Dieu efface, n'est-ce pas, de l'enfer le nom du croyant qui a jeûné pendant le mois de Ramadan. Alors que l'enfer, n'est-ce pas, c'est là où on va subir le châtiment de Dieu. Mais un homme, n'est-ce pas, qui a jeûné jusqu'à la dernière décade et qui finit sa dernière décade, il est supposé ne même pas avoir accès à l'enfer. Donc, il est clean, c'est-à-dire il est effacé de tous ses péchés. Alors, il est, n'est-ce pas, il est éloigné de la tentation du diable et il est couvert de la miséricorde de Dieu. Très bien, très bien. Alors, on ne peut pas parler de Ramadan sans parler de cette grande nuit. Maintenant, au niveau de l'impact, oui. Je voudrais ajouter rapidement un élément sur l'impact. En fait, l'impact même du Ramadan, c'est que le Ramadan est un mois, n'est-ce pas, d'éducation de l'âme. D'éducation, on vient éduquer l'âme, nous donner, n'est-ce pas, une manière de bien nous comporter dans la société. Donc, le Ramadan produit, n'est-ce pas, un individu qui peut apporter une plus-value, n'est-ce pas, à l'essor de la société, à l'évolution de la société, au point de vue comportemental, au point de vue spirituel, même au point de vue intellectuel. Non, en fait, les frères et sœurs musulmans qui ne sont pas très gentils pendant le mois du carême, là, enfin, ils n'ont rien compris. Hein. Ah non, en fait, mais le Ramadan, là, ce n'est pas seulement le jeûne du ventre, mais les yeux jeûnent, l'esprit jeûne, comment ça s'appelle, il faut jeûner, n'est-ce pas, les oreilles jeûnent, la langue jeûne, il ne faut pas dire n'importe quoi, les discours qui sont blessants, frustrants, voilà, tout ce qui est escroquerie dans le mois, c'est des choses qui sont interdites dans le mois du Ramadan. Merci beaucoup.
Alors, dites-nous, on ne peut pas vous avoir sur ce plateau et puis ne pas parler de cette nuit qui oui, vous a cette nuit, conduit à veiller. Pourquoi parle-t-on justement de la nuit du destin? On parle même de nuit de la destinée, nuit de la tournée, nuit de la prédestinée, nuit de la valeur, nuit de la mesure, nuit de la détermination. Alors, dites-nous, c'est quoi exactement la particularité de cette nuit? Voilà. Et cette nuit du destin est une nuit, n'est-ce pas, d'une importance incommensurable. Et c'est considéré comme étant la meilleure des nuits en islam. Le meilleur des jours étant le jour de vendredi. Le vendredi, c'est le meilleur des jours en islam. Et la meilleure des nuits, n'est-ce pas, c'est la nuit d'Al-Qadr. Et cette nuit-là vaut mieux que 1000 mois d'adoration. Ah, moi je disais 1000 nuits d'adoration. Non, c'est 1000 mois d'adoration. Khayrun min alfi shahr. Vaut mieux que... Là, c'est en arabe, vous avez parlé. Khayrun min alfi shahr, c'est une nuit qui vaut mieux que 1000 mois d'adoration. D'accord. Et quand on essaie, n'est-ce pas, de faire le calcul, ça fait 83 ans, 4 mois d'adoration. Dans une nuit qui vaut mieux que, qui vaut plus que, dont la valeur, n'est-ce pas, dépasse, est supérieure à 83 ans, 4 mois d'adoration. Là, c'est la limite inférieure. Sinon, on ne connaît même pas le coefficient. Okay. La limite inférieure, c'est 83 ans, 4 mois. Voilà. C'est une femme, c'est une nuit qui est incommensurable. Elle est tellement importante que le prophète de l'islam, qui avait tous ses péchés antérieurs, présents et futurs pardonnés, il réveillait sa famille pour veiller toute la nuit en prière. C'est un signal fort qu'il nous donnait pour dire que rien ne peut s'obtenir, n'est-ce pas, dans la facilité. Et cette nuit-là, pour l'obtenir, Dieu l'a dissimulé dans les nuits impaires. La 21e nuit, la 23e nuit, la 25e nuit, la 27e nuit, la 9e nuit. Donc, c'est dans ces nuits-là que nous cherchons la nuit d'Al-Qadr. Et cette nuit d'Al-Qadr est une nuit, n'est-ce pas, comme je le disais tantôt, dans laquelle Dieu, n'est-ce pas, décide, parce que le décret est décédé, le décret est pris dans la 15e nuit du 8e mois du mois qui précède. C'est ça. Voilà, le mois de Shaban, le 8e mois. Et c'est dans la 9e mois, n'est-ce pas, que le décret est en application. Donc, tous ceux qui vont, n'est-ce pas, s'adonner à l'adoration, tous ceux, n'est-ce pas, qui vont prier de façon intense, Dieu peut agir, n'est-ce pas, en transformant le décret qu'il a pris. Je donne un exemple terre à terre. Quelqu'un qui est par exemple péri, n'est-ce pas, dans un accident, à force de prier, Dieu peut modifier son destin. Forcément. Donc, pour dire que c'est une nuit, n'est-ce pas, qui demande qu'on s'engage. Donc finalement, tous les musulmans devraient participer. Tous les musulmans devraient participer, veiller, c'est-à-dire se sacrifier pour ne pas rater cette nuit. Le temps passe tellement vite avec vous. Je vais peut-être demander à la rédactrice en chef de prévoir que vous puissiez revenir sur ce plateau, qu'on ait encore un peu plus de temps pour entrer dans les détails. Mais rapidement, dites-nous, le jour de la fête de Ramadan est déterminé par la lune, mais aussi par la nuit du destin. Oui, bon, non. Le jour du Ramadan n'est pas déterminé par la nuit. On entend des musulmans comme Bamba, que j'embrasse, mon cadreur préféré, qui dit quand on fait la nuit du destin, 2 jours après, c'est la fête. Il dit, non. Bon. Ce n'est pas un calcul mathématique. Voilà, c'est ça. La fête du Ramadan tient, n'est-ce pas, à l'apparition de la lune. Comme nous avons jeûné, on a jeûné, n'est-ce pas, à travers l'apparition de la lune, par l'apparition de la lune. Donc, on arrête le jeûne, ou bien on fait la fête quand la lune apparaît. Et si la lune n'apparaît pas, on fait comment? Bon, on complète le jeûne à 30, parce qu'on commence à chercher la lune à partir du 29e jour, qui est le dimanche. Le dimanche, c'est le 29e jour. Dès dimanche, on commence déjà à chercher la lune. Si on fait les recherches qui s'avèrent infructueuses, alors on complète, n'est-ce pas, le Ramadan à 30 et absolument le lendemain, c'est la fête. Absolument. D'accord. Donc aujourd'hui, là, on sait que la fête peut se faire dimanche ou lundi. Entre dimanche et lundi. En fonction de l'apparition de la lune. Si on n'a pas fêté dimanche, c'est sûr que lundi, là. Lundi. Allez, on sort nos basins. Non, c'est sûr que le mardi, parce que le dimanche, c'est 29, voilà, 29. Si on n'a pas pu voir la lune dimanche, le lundi, on commence à 30. Mardi, c'est sûr qu'on complète nos basins. Ah, d'accord. Très bien. Vraiment, frère Yacoub Koné, ce fut un bonheur. On n'a que 10 secondes pour terminer, mais vous n'allez pas partir. On a commencé par la bénédiction. Donc, avant de partir, une petite bénédiction pour tous ceux qui nous suivent. Alors, je prie Dieu sincèrement, n'est-ce pas, qu'il nous donne tous les mérites de ce mois de Ramadan, qu'il nous inspire sa crainte et qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous ouvre les portes de sa sollicitude, qu'il, n'est-ce pas, bénisse, n'est-ce pas, la RTI, qu'il bénisse le directeur, qu'il bénisse les journalistes, n'est-ce pas, qu'il, n'est-ce pas, accorde la promotion à tous les journalistes. Amin. Et que Dieu, n'est-ce pas, nous guide sur la voie du droit chemin et que Dieu nous accorde le bonheur dans toute notre vie, qu'il nous accompagne dans toutes nos entreprises, n'est-ce pas, qu'il fasse régner la paix dans notre pays. Amin. Qu'il illumine, n'est-ce pas, le cœur de nos dirigeants afin que, n'est-ce pas, dans une synergie d'action, on contribue ensemble au développement de la Côte d'Ivoire.
Amin, Amin Yarabi. Merci beaucoup, frère Yacoub. Restez avec nous pour qu'on ait la possibilité de recevoir dans quelques instants Régis Koné qui nous propose le deuxième flash d'information juste après l'agenda. Que fais-tu quand ta voiture chauffe ? Quand ton frigo chauffe ? Et quand ton bébé chauffe ? Quand c'est chaud, ça peut faire mal. Très mal. N'attends pas que ce soit trop chaud. Rends-toi vite à l'hôpital en cas de fièvre. Le traitement du paludisme simple est gratuit pour tous. N'oubliez pas les bons réflexes contre le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La TNT est désormais disponible. Achète ton équipement pour la télévision numérique terrestre, la TNT, la télévision gratuite. Tu achètes l'antenne à partir de 6 000 francs CFA et tu payes 5 000 francs maximum pour l'installation et c'est fini. Tu ne paies plus d'abonnement pour avoir de façon illimitée les 7 chaînes ivoiriennes, RTI 1, RTI 2, La 3, NCI, A+ Ivoire, Live TV et 7 Info. Ceux qui ont un ancien téléviseur analogique devront acheter également un boîtier à 10 000 francs et c'est fini. Avec la TNT, il n'y a pas d'abonnement à payer. Avec la TNT, c'est la qualité haute définition. Les images sont belles et le son est parfait. Avec la TNT, il n'y a jamais d'interruption. Même quand il pleut, n'attends plus pour acheter ton équipement TNT. Appelle le 1307 pour connaître la liste des revendeurs et pour toute autre information sur la TNT. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. Je viens de remporter 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. Somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. La somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000. Je viens de remporter une somme de 1 million. 1 million. La somme d'1 million. 1 million. Le montant de 1 million. RTI Millionnaire Chap Chap. Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. C'est le retour de l'information. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a visité ce mardi la base aérienne d'Abidjan, c'est à Port-Boué. En sa qualité de premier responsable du ministère de la Défense, le ministre d'État s'y est rendu pour s'imprégner des conditions de vie et de travail de ces hommes. Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, à la base aérienne d'Abidjan. Une visite terrain à l'état-major de l'armée de l'air qui intervient après celle d'Akuido en 5 ans pour échanger avec ces hommes, pour mieux s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail. En d'autres termes, évaluer ce qui a été fait et découvrir ce qui peut être fait pour leur permettre d'assurer leur mission. Téné Birahima Ouattara, après son échange avec la hiérarchie de l'armée de l'air, est allé visiter le simulateur de vol de type ALX-63 destiné à renforcer les capacités opérationnelles des pilotes. Un outil qui permet d'exécuter des entraînements à la navigation et aux procédures. Après la visite du simulateur de vol, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, s'est adressé à ces hommes à la place d'armes. J'ai noté avec beaucoup de plaisir que nous avons des hommes et des femmes compétents qui composent notre armée de l'air. Votre professionnalisme à tous les niveaux nous rassure, qu'il s'agisse des personnels navigants, mécaniciens et des hommes de soutien. Tous mesurent les importants investissements qui ont été faits par le président de la République, chef suprême des armées, pour doter notre pays d'une flotte aérienne qui lui assure une autonomie stratégique de premier plan. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, assure. Les besoins, il y en a encore. Mais je peux vous assurer que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, fera en sorte que vous puissiez être doté de tous les moyens dont vous avez besoin pour mener à bien la mission qui est la vôtre. Aujourd'hui, grâce à vos actions quotidiennes, la Côte d'Ivoire projette elle-même ses troupes dans toutes les contrées où elles sont appelées à intervenir.
Il est bon de le noter, c'est très important. C'est pourquoi je voudrais féliciter le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de l'armée de l'air pour la bonne gestion de notre capacité opérationnelle au niveau des airs. À vous, j'adresse mes chaleureuses félicitations pour votre engagement dans la défense de notre territoire et la protection de nos populations. L'armée de l'air assure la surveillance et la défense de l'espace aérien national. Elle participe à la défense intérieure et extérieure en exécutant des missions d'observation, de transport, d'appui et d'interception. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, dans le cadre du projet La Ronde sociale, a reçu à l'école de police les agents de la dite école pour les sensibiliser à s'approprier les nouveaux produits de sécurité sociale, notamment la retraite complémentaire. On en sait davantage avec Patricia Omouitia. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale en campagne de sensibilisation. Ici, à l'école de police, le ministre a présenté le régime de la retraite complémentaire, un produit conçu par le gouvernement ivoirien en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Adama Camara, qui était accompagné du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du directeur général de la SEGRAE et celui de la police nationale, a exhorté les policiers à s'approprier ce nouveau produit. Avant 2012, nous avions un système de retraite qui a fait chemin. Et ce système de retraite-là qui permet à l'employé qui va à la retraite d'avoir un revenu de remplacement qui n'est pas équivalent à 100% de son dernier revenu, de son dernier salaire. Et le mécanisme de la complémentaire, justement, voulu par son Excellence le Président de la République, permet à cet employeur, à partir de sa capacité personnelle à épargner, de pouvoir se constituer une épargne sécurisée, rémunérée. Intéressés par ce nouveau produit qui leur permettra de bénéficier d'une meilleure retraite, les policiers ont échangé sur la question afin de mieux s'approprier le régime de la retraite complémentaire. En bref, en image, le régime de la retraite complémentaire également expliqué aux douanes ivoiriennes. C'est un nouveau régime de retraite que le gouvernement entend vulgariser auprès des fonctionnaires et agents de l'État. Il a pour objectif de bonifier la situation sociale des travailleurs dès la cessation d'activité. Les agents des douanes ont globalement marqué leur adhésion au projet. On termine avec du football. Villarreal à Liverpool. Hier n'a pas offert le même spectacle que Manchester City à Real Madrid. L'autre demi-finale allée de la Ligue européenne des champions, remportée la veille par les Citizens, 4-3. La faute en partie à des Reds qui ont manqué pendant plus d'une période d'efficacité et de chance. Mais au finish, Liverpool a battu Villarreal 2-0, dont un but de Sadio Mané à le 14e but en phase finale de la C1. Il devient le joueur africain le plus prolifique en phase finale, à égalité avec Didier Drogba, l'Ivoirien. Le club anglais est en train de conserver cette avance le 3 mai prochain en Espagne au match retour. Merci de votre attention. On se retrouve dans moins de 30 minutes. Merci Régis Kofi. Matin Bonheur se poursuit. Et sur ce plateau, nous avons le bonheur de recevoir l'évangéliste Abdel. Bonjour, merci d'être avec nous. En tant qu'évangéliste, vous faites le tour du monde. Vous visitez de nombreux pays, n'est-ce pas? Vous avez déjà parcouru combien de pays? Oh, une quinzaine, je pense. Une quinzaine quand même. Et vous faites le sport? Non. Déjà, bouger entre les pays, c'est déjà une forme de sport aussi. Je suis agriculteur de métier, en fait. Oui, j'allais y venir, mais je parle de sport parce qu'on a une rubrique fitness. Je pensais que vous faisiez le sport, on allait faire le sport ensemble. Non, pas vraiment. Il marche seulement pour évangéliser. On reviendra à lui dans quelques instants, juste après fitness. Bonjour à tous, je suis coach Jocelyn, bienvenue dans Fitness Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, comment renforcer, stabiliser et protéger vos genoux. Nous allons renforcer la chaîne inférieure, donc au niveau des chevilles et qui va monter jusqu'au mollet. Premier exercice sera juste de décoller les talons. Décoller les talons et vous posez. Décoller juste les talons et vous posez.
En haut, en bas. Et tout doucement, nous allons monter. Il vous suffit juste de décoller les talons droits. On monte et on descend. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire le même exercice sur une jambe. En haut, et je pose. Je décolle. Donc vous allez mettre le poids du corps sur une jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous pouvez faire cet exercice-là en 3 répétitions. Jambe droite, 10. On revient sur la jambe gauche, 10. On repart sur la jambe droite, 10. Jambe gauche, 10. Et une troisième série, jambe droite, 10. Jambe gauche, 10. Ce qui nous fait 3 répétitions de 10. Genou, hauteur de hanche, avec une jambe. Vous montez et vous revenez. Montez le genou à la hauteur de hanche. Genou fléchi et vous posez. Si vous sentez une difficulté à monter le genou au niveau de la hanche, vous pouvez rester bas. On va solliciter le quadriceps, un muscle qui est encore relié au genou. Donc selon votre amplitude, vous allez au niveau de la hanche ou vous pouvez rester un peu plus bas. Vous allez non seulement solliciter le quadriceps, mais aussi les fessiers. Vous en faites 10 d'un côté et par la suite vous changez. 10 de l'autre. 1, 2, 3. Si vous manquez d'équilibre, n'hésitez pas à avoir un appui, à vous mettre soit sur un mur pour garder l'équilibre ou même attraper une chaise pour garder la posture droite. Lorsque vous finissez les 10 d'un côté, de l'autre, vous en faites 3. 3 répétitions comme on a fait exactement pour les mollets. Nous allons faire les squats. Séparez les jambes pour être stable. Vous gardez les talons au sol. Nous allons descendre et remonter. Vous allez plier les genoux et les pousser à l'extérieur. Comme si vous voulez ouvrir les genoux à l'extérieur. Pas à l'intérieur. Donc vous ouvrez les genoux à l'extérieur. Et pas ça. Vous ouvrez les genoux à l'extérieur et vous remontez. Vous allez garder la poitrine haute. Donc vous regardez vers l'avant. Ne baissez pas le visage, sinon vous allez baisser le dos. Et ça peut agir sur le dos et c'est pas bon. Donc gardez la poitrine haute et regardez vers l'avant. N'oubliez pas, on garde les talons au sol. On ne décolle pas les talons du début jusqu'à la fin. Je vais mettre de profil pour que vous voyez. Vous poussez les fesses à l'arrière et vous remontez. Vous poussez les fesses à l'arrière et vous remontez. Le dos est long et droit. Si vous êtes à l'aise, vous allez fesses au niveau des genoux. Si vous avez mal ou si vous n'arrivez pas à descendre beaucoup plus bas, il vous suffit juste de rester là et de monter. Donc vous allez travailler à la sensation. On commence tout doucement et par la suite, au fur et à mesure, vous allez commencer à renforcer le genou et donc vous allez aller beaucoup plus bas. Très bien. Après ce bon moment d'étirement pour nous aider à stabiliser nos genoux, revenons à notre invité actu. Il s'agit de l'évangéliste Abdel. Il a dit qu'il ne fait pas vraiment le sport, mais moi je pense que faire le tour du monde, c'est aussi faire un peu de sport. Il est évangéliste, mais il est surtout expert agricole. Et avec lui, on veut parler de l'insécurité alimentaire. Il a des solutions, il nous l'a dit, pour nous aider à parer à cette insécurité alimentaire. Évangéliste, on commence nos échanges là maintenant parce qu'on est pressé de savoir ce que vous avez pour nous. Mais dites-nous, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement contre l'insécurité alimentaire? Bien, en fait, le but, c'est quand même d'être autonome en agriculture vivrière, de manière à ne pas dépendre
des marchés, de la fluctuation des marchés et de la bonne grâce de ceux qui dirigent le monde, en fait, en quelque sorte. On peut dire dans ça ce cas, quelles sont les solutions que vous apportez pour qu'on soit véritablement autonome? En fait, ce que moi je préconise, c'est que les agriculteurs réutilisent des semences qui sont auto-fertiles, on pourrait dire, qui permettent de ressemer chaque année sa propre semence et pas dépendre de certaines multinationales qui vendent des semences qui ne sont pas forcément multipliables. Et on peut aussi faire de la permaculture. En fait, aujourd'hui, avec les techniques que l'on a, on peut mettre en culture absolument n'importe où du maraîchage. Même quelqu'un qui a une simple terrasse en béton pourrait cultiver des légumes. C'est juste que beaucoup de gens n'y pensent même pas. Mais il existe des techniques pour cultiver dans des endroits où il n'y a même pas de terre. Mais pour le faire, il faut passer par une formation comme vous, ça va pas prendre C'est ça, du temps? on fait, non, c'est juste, en fait, la formation, elle est relativement basique, elle permet de donner des idées aux gens et de faire que les gens ne dépendent pas des grandes cultures lointaines et qui demandent beaucoup de transport. Une ville comme Abidjan, on pourrait la rendre autonome en production légumière sans aucun problème. Et ça permettrait d'éviter de faire des centaines de kilomètres avec certains légumes, certains fruits. Déjà, à Abidjan, on pense plus à se loger qu'à faire des plantations, ça je vous le dis. Mais ces personnes qui souhaiteraient justement avoir la formation, ça durera combien de temps? Sur une journée, c'est... Ah, si rapide que ça? Mais en fait, après, si on veut une formation plus poussée pour la technicité et tout ça, bien sûr, mais là, il y a des ingénieurs agronomes qui peuvent suivre les personnes. Mais en tout cas, si on veut juste avoir des idées et qui sont relativement faciles à mettre en application finalement. En une journée, c'est même pas... Et peu importe les produits vivriers, on peut, vous êtes sûr qu'on pourrait être autonome en fait? Mais en fait, quelqu'un qui aurait une terrasse en béton, c'est relativement facile de construire des bacs de culture et de mettre de la terre dedans. Et déjà, quelle forme de terre il faut utiliser aussi? Alors, quand on fait un bac de culture, on met des branchages, on met des troncs d'arbres et on met ensuite des débris végétaux, hein, des tontes de pelouse, des choses comme ça. Et puis on met de la bonne terre, bien sûr, il faut mettre de la bonne terre et mélanger avec du sable. Et puis ensuite, de nouveau, des couverts végétaux, de manière à ce qu'il n'y ait pas une grande évaporation. Et puis ensuite, il faut ensemencer en vers de terre. Il faut que les bacs... Ben oui, il faut mettre quelques vers de terre pour créer de la vie dans le bac. Et petit à petit, la vie reprend. Hein. Il faut surtout que les bacs ne soient pas étanches, de manière à ce que l'eau puisse s'écouler. S'écouler, c'est ça. Et on aborde toutes ces techniques en formation en quelques heures. Hein. Aujourd'hui, je vais faire une formation, ça durera peut-être 4 heures, peut-être. Et après, bon. Après, je peux faire ma tomate, mon piment, mes épinards. Je peux avoir plusieurs bacs sur la dalle de ma maison. Il n'y a pas de difficulté. Et chacun, comme ça, pourrait s'autosuffire. Mais en fait, en France, une famille qui aurait un jardin de 100 mètres carrés, 10 mètres par 10 mètres, peut être autonome en légumes à l'année. Et ça ne représente pas une grosse surface. Une famille avec 3-4 enfants, 5 enfants, avec 100 mètres carrés, on en a assez en France. Donc ici, étant donné qu'il y a un climat qui est plus favorable, on peut faire pousser des légumes tout au long de l'année. Et pour vous, quels sont les enjeux économiques liés justement à la question de l'insécurité alimentaire? Mais disons que ceux qui gouvernent le monde ont placé des principes d'économie et de pouvoir de marché qui peuvent entraîner des déstabilisations en fait d'un pays tout entier. Hein. Il suffit de fermer le gaz à l'Europe. La Russie fermant le gaz à l'Europe peut mettre en péril toute une économie. Et tous les pays sont interdépendants finalement. Très peu de pays sont autonomes comme la Russie. Beaucoup de pays sont dépendants de d'autres matières premières venant des extrémités de la Terre. Vous avez dit Russie. Donc avec la guerre en Ukraine qui impacte le monde entier, est-ce qu'on aura le temps justement de pouvoir être autonome à temps avec votre formation? Mais ça demande pas une longue période de mise en place. Hein. En quelques semaines, on peut être autonome. Ouais.
Mais par exemple, la tomate, ça nous donnera combien de temps pour l'avoir? Je suis en train de parler de certains produits qu'on consomme beaucoup ici en Côte d'Ivoire, de la tomate, de l'oignon, des gombos. Mais attendez, est-ce qu'on peut faire planter, par exemple, nos tubercules, du manioc? Nous, on aime le foutou. Alors, hein. dans des bacs, le manioc, ça sera peut-être un problème. Voilà. Mais en tout cas, on peut avoir une production légumière de base. Et ça légumes. Permet de vivre. Mais ça va prendre combien de temps, justement, pour qu'on puisse les... ici, sur le climat, ici, je ne maîtrise pas trop. Les temps de croissance ne sont pas les mêmes que nous en France. Mais en tout cas, il faut... Le maïs, on m'a dit qu'ici, on pouvait faire 3 récoltes par an. Dans certaines conditions. Souvent, ça part à 4 aussi par an. Voilà, donc là, je ne maîtrise pas les temps de croissance. C'est plutôt vous qui pourriez me renseigner. D'accord, je vais bien me renseigner aussi pour ne pas donner de fausses informations, justement, aux téléspectateurs. Mais dites-nous, peut-on dire que les coûts des denrées alimentaires sont aussi source d'insécurité alimentaire? Tout à fait, hein, parce que c'est lié à des transports, à une économie de transport finalement. Hein. Il faut du carburant, il y a de l'usure de matériel. Alors plus on est rapide en distance de consommation, plus c'est intéressant bien sûr. Et l'impact sur les ménages? Eh bien, ça évite, si on se débrouille bien, ça évite d'acheter à l'extérieur une production finalement qui permet d'en vivre, de s'autosuffire. Et finalement, les solutions que vous proposez, est-ce qu'elles ne sont pas coûteuses? Non, avec presque pas d'investissement. Donc on dirait, je fais de la formation en permaculture et j'enseigne aux gens à comprendre les principes de vie du sol pour éviter justement de détruire la fertilité des sols. C'est un gros problème que l'on rencontre dans beaucoup de pays. Les gens brûlent des végétaux, pendant des jours et des jours ça brûle et ça détruit la vie du sol. Et ensuite on a des sols qui produisent pendant quelques temps et puis après c'est plus possible. Voilà. Donc j'enseigne aux gens à comment comprendre et aider le sol à retrouver de la vie. On peut redonner de la vie à pratiquement tous les sols. Certaines personnes qui font de la formation agricole disent qu'en fait, il n'y a pas de mauvais sol, il n'y a que des mauvais agriculteurs. C'est bien dit. Pas de mauvais sol, tout ce que Dieu fait est bon. Tout à fait. Et c'est bon pour nous. Ouais. Mais c'est peut-être nous qui ne maîtrisons pas les bonnes techniques. C'est ça. Des fois, on a été formaté à des techniques qui, finalement, ne servent que l'agro-industrie et qui ne sont absolument pas en harmonie avec ce que Dieu a créé dans les sols. Hein. Les vers de terre, par exemple, sont absolument essentiels à la vie du sol. Sans vers de terre, les nappes phréatiques ne se remplissent pas d'eau. Par exemple, je ne le savais pas. Ah oui. Les vers de terre sont essentiels pour le drainage de l'eau. Et quand une terre est suffisamment, il y a suffisamment de vers de terre dedans, à chaque fois qu'on peut compter 1 mètre carré, souvent ça représente comme s'il y avait un tuyau de sang qui rentrait dans la nappe phréatique, tous les mètres carrés. Et quand on tue les vers de terre, on assèche les nappes phréatiques. Vous savez, il y a mon réalisateur qui, à l'oreillette, est en train de dire « Mais vraiment, mais Dieu a tout fait. » Et puis on se prend la tête, on a des difficultés. Vous savez, je partage avec vous une petite expérience. Et c'est une leçon que ma fille, qui a eu 7 ans d'ailleurs hier, m'a donnée. Elle aime, je ne sais pas où elle a appris ça, mais elle aime la terre. Et donc, à chaque fois qu'on fait la cuisine et qu'on veut jeter des choses, elle se plaint. Ouais. Donc, grâce à elle, j'ai un petit papayer à la maison. Est-ce qu'on dit, comment je vais vous dire ça, les feuilles d'épinards, elles souhaitent toujours en fait qu'on fasse la cuisine. Elles demandent de planter sur, vous voyez, autour, dans la cour en fait. Ouais. Donc, tout au long du mur là, elle est tout le temps en train de creuser. Et je vous assure que j'ai de l'épinard à la maison, j'ai du piment. Et vous parlez, je vous écoute attentivement. Je dis, oh mon Dieu, il est passé par le bébé là pour me dire que... Mais j'achète plus, moi particulièrement, j'achète plus le piment. Mais ça donne, c'est incroyable, j'ai du piment tout le temps. Ouais. Et j'ai vraiment envie de faire la formation. Tout à l'heure, j'espère que vous allez nous donner un contact pour ceux qui sont intéressés, parce que j'ai bien envie de prendre le bac, tout ça. Pour les vers de terre, je ne savais pas. Après, on peut acheter les vers de terre, mais on les prend où pour mettre dans notre bac? Il faut juste quelques vers de terre, après ça se multiplie rapidement. Hein. Il faut trouver un endroit où il en existe. Et puis, il y a peut-être ici des élevages de vers de terre, je ne maîtrise pas.
On va commencer à se renseigner parce que là, moi, je vais avoir mon bac. Je vais prendre un gros bac comme ça sur la dalle en haut, là. Je vais m'y mettre. Là, il me faut quoi? J'ai déjà le piment, j'ai déjà les épinards, j'ai un petit papayer. Je pense que la tomate... On peut faire de la tomate, on peut faire de la salade, on peut faire des haricots, des petits pois, on peut faire du maïs. Ah, il y a Docteur Onvo qui nous dit de manger souvent les petits pois les soirs parce que c'est léger pour entretenir la santé. Je vais m'y mettre, hein. Il va falloir nous donner un contexte, mais dites-nous, le temps passe trop vite aujourd'hui, les amis. À peine je veux discuter à mes invités là que le temps il est passé. Mais dites-nous, qui doit-on implémenter exactement pour relever ce défi? Oui. Voilà, ce défi de l'autonomie alimentaire, qui doit-on implémenter? Quelles sont les personnes qui sont vos cibles en fait? Qui sont? Quelles sont les personnes qui pourraient être votre cible? Non, ah oui, d'accord, je n'avais pas compris, excusez-moi. Non. En fait, mais, principalement, en premier, les agriculteurs, bien sûr, puisqu'on leur a enseigné à avoir des pratiques agricoles qui tuent et qui sont, comment dire, des stérilisateurs de sol, en premier. Mais ensuite, n'importe quelle personne qui veut s'intéresser à la culture, on peut participer aux formations. Et ça leur permet, je vous dis, sur une terrasse, dans un... Ici, on le voit beaucoup, hein, les gens mettent des plantes d'ornement, mais d'ailleurs c'est pareil, la même chose en Europe, mais des plantes d'ornement un petit peu, mais très peu de plantes que l'on peut consommer. Alors que finalement, si on comprend les équilibres et tout ça, on peut avoir devant chez nous énormément de légumes, de fruits, de choses qui sont relativement simples à cultiver finalement. Comment on vous contacte pour être formé? Parce que moi, je suis la première sur la liste. Comment on vous contacte? Bien, vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp, plus 33. Attention, notez le numéro. Ça commence à venir. Plus 33. 06. 06. 75 25. 75 25. 86 41. 86 41. Vous pouvez reprendre encore une fois, s'il vous plaît? Plus 33. Plus 33. 06. 06. 75 25. 75 25. 86 41. 86 41, c'est le numéro du bonheur. Vous êtes en Côte d'Ivoire pour combien de temps? Je pars le 2 mai au Burkina Faso pour faire la même chose, la formation. Ben nous, on a le temps. Et puis, pour ceux qui seront en retard, peut-être que par WhatsApp, vous pouvez donner quelques... Je peux donner des liens, en tout cas, de personnes qui, ici, en Côte d'Ivoire, vont s'occuper de la formation. Il y a des ingénieurs, il y a des ingénieurs agronomes avec qui Vous le faites gratuitement? Non, pas gratuitement. Voilà. Moi, je fais gratuit, mais les gens donnent ce qu'ils peuvent. En plus, nous avons une ONG qui s'appelle Acte 2 et qui organise, en fait, qui fait tout l'aspect juridique et pratique. Donc, les gens donnent une cotisation annuelle et ça permet d'avoir leur contact et de suivre leur formation, les conseils, mais il y a des personnes ici sur place. Vous avez dit l'ONG? Acte 2. Acte 2. Donc ça, c'est Acte 2 international, d'accord, mais en Côte d'Ivoire, c'est Acte. Acte, d'accord. Donc, comme vous êtes venu avec une équipe, tout ça, je vais jusqu'à la fin de l'émission avoir les contacts aussi de l'ONG et passer l'information à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Aujourd'hui, c'est férié, donc ils sont plus nombreux devant leurs écrans à nous suivre. Une bonne occasion. Donc, pour cette ONG-là, déjà, on vous dit merci pour le travail que vous faites et puis on va s'intéresser un peu plus. Il y a de bonnes choses comme ça, mais on n'est pas informé. Et vous avez donné aussi votre contact direct, donc on pourrait éventuellement rentrer en contact avec vous pour être formé. C'est mon numéro personnel, international. Vous allez faire comment? Vous êtes évangéliste, donc au service de la nation, au service des populations? Oui, tout à fait, au service du royaume de Dieu qui s'implante et qui doit s'implanter sur terre. Je ne peux pas avoir un évangéliste sur ce plateau et ne pas lui demander de faire une bénédiction pour les téléspectateurs de cette émission, pour toute l'équipe et pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci Seigneur éternel, notre Dieu. Je prie Seigneur pour cette nation, pour toutes les personnes qui nous écoutent. Seigneur, donne l'intelligence. Tu es celui qui donne la sagesse et l'intelligence. Seigneur, ouvre des portes. Je bénis le sol dans le nom de Jésus. Amen. Je bénis le sol de la Côte d'Ivoire. J'ordonne la prospérité dans ce pays. Alléluia. Que toutes les terres desséchées produisent au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. J'ordonne la vie dans cette nation. Amen.
Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Rappelons que c'était l'évangéliste Abdel qui nous a fait le privilège et l'honneur d'être sur notre plateau. Il est aussi expert agricole et il nous a apporté quelques solutions justement afin de parer à l'insécurité alimentaire. Jusqu'à la fin de l'émission, on reviendra sur ces contacts et les contacts de l'ONG ACT. C'est ACT 2 sur le plan international, mais en Côte d'Ivoire, c'est ACT. On a une ONG internationale, ACT 2, et dans chaque pays d'Afrique et ailleurs, on fait des ONG locales, nationales pour ACT. Voilà. Merci beaucoup. Excellente Avec journée. Que Dieu vous bénisse beaucoup. aussi. Alors, Matin Bonheur se poursuit. On retrouve Régis Kofi pour le 3e et dernier flash de l'information après l'agenda. Population du district autonome d'Abidjan, population de Côte d'Ivoire, la célébration de grandes fêtes comme celle de Pâques est source de production massive de déchets ménagers. Qui pense fête, pense propreté. Transporteurs, maintenez vos regards propres. Passagers, maintenez propre votre environnement pendant le voyage. Commerçants, rendez propre votre espace de vente. Bien emballer les ordures ménagères et les mettre dans une poubelle est un acte éco-citoyen. Excellente fête de Pâques dans tous les ménages. Infoline 27 22 40 61 14 01 01 20 0000. Ceci est un message du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à travers l'ANAGED. La TNT est désormais disponible. Achète ton équipement pour la télévision numérique terrestre, la TNT, la télévision gratuite. Tu achètes l'antenne à partir de 6 000 francs CFA et tu payes 5 000 francs maximum pour l'installation et c'est fini. Tu ne payes plus d'abonnement pour avoir de façon illimitée les 7 chaînes ivoiriennes, RTI 1, RTI 2, La 3, NCI, A+ Ivoire, Live TV et 7 Info. Ceux qui ont un ancien téléviseur analogique devront acheter également un boîtier à 10 000 francs et c'est fini. Avec la TNT, il n'y a pas d'abonnement à payer. Avec la TNT, c'est la qualité haute définition. Les images sont belles et le son est parfait. Avec la TNT, il n'y a jamais d'interruption. Même quand il pleut, n'attends plus pour acheter ton équipement TNT. Appelle le 1307 pour connaître la liste des revendeurs et pour toute autre information sur la TNT. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. Je viens de remporter 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. Somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. La somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000. Je viens de remporter une somme de 1 million. 1 million. La somme d'1 million. 1 million. Le montant de 1 million. RTI Millionnaire Chap Chap gagne vraiment. Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Madame, Monsieur, voici votre point d'information, le dernier dans cette matinale. Bienvenue. Bientôt 20 000 logements disponibles en location-vente. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du programme présidentiel des logements sociaux. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec un consortium d'entreprises ivoiro-belgique, ivoiro-britannique. Voilà. Cheikh Koné nous en parle. Cet accord, paraphé et signé des membres du consortium ivoiro-britannique et du ministre Bruno Nabagné-Koné, vaut son pesant d'or. Il mettra en route la production de 20 000 logements sociaux en mode location-vente remboursable sur 15 et 30 ans. On a créé ce consortium et signé cette convention pour pouvoir réaliser la première tranche déjà de 20 000 logements qui seront destinés à ceux qui sont dans le besoin, notamment ceux qui sont dans des conditions précaires, notamment qui n'ont pas la capacité d'avoir des financements tout de suite. Donc vous allez remarquer d'ailleurs la présence de la Banque de l'Habitat pour pouvoir structurer avec nous en mettant en place un mécanisme de fonds de garantie mis par le ministère pour pouvoir permettre à ceux qui ont la capacité d'avoir des crédits acquéreurs d'être aussi accompagnés. Ce protocole d'accord traduit la matérialisation effective des réformes engagées dans le secteur visant à offrir un cadre de vie assaini et un logement abordable aux populations. Nous savons que vous saurez impacter le marché par vos qualités, par vos capacités, par votre expérience et nous comptons sur vous pour que ce soit effectivement le cas. Nous partons sur un certain nombre de logements. Je crois que cette convention va concerner dans un premier temps 20 000 logements.
Mais nous savons que nous pouvons ou nous pourrons par la suite compter sur vous pour aller à des échelles encore plus hautes compte tenu des besoins du marché qui sont relativement importants. Cette production en masse va favoriser, selon ses promoteurs, la création de plusieurs emplois, avec à la clé un transfert de compétences technologiques. Une Ivoirienne en difficulté en Arabie Saoudite a été rapatriée en Côte d'Ivoire. Longtemps malade et sans moyens, la jeune dame a été rapidement prise en charge dès son arrivée à Abidjan. Franck Kouadio. Aéroport Félix Houphouët-Boigny. Une passagère singulière cet après-midi. L'air affaibli, le regard hagard. Mariam Koné est prise en charge dès sa descente d'avion en provenance d'Arabie Saoudite par les services sanitaires. Longtemps malade et en difficulté de divers ordres, la jeune dame avait sollicité l'aide des autorités ivoiriennes. Notre compatriote, depuis un peu plus d'1 an, était malade. Elle a été prise en charge par l'ambassade de notre pays, n'est-ce pas, à Riyad. Naturellement, comme elle ne pouvait pas voyager, donc c'est ce qui a retardé, n'est-ce pas, son rapatriement. Maintenant que ça commence à aller un peu, donc le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora nous a instruit, n'est-ce pas, de la recevoir et puis de la conduire dans un établissement sanitaire pour sa prise en charge totale au niveau des autorités ivoiriennes. L'implication de la tutelle, selon le représentant de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a un sens. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une direction générale qui a été créée, chargée, n'est-ce pas, de la diaspora, pour identifier tous les Ivoiriens en accord avec nos représentations diplomatiques. Une fois que les Ivoiriens sont identifiés, s'il y a des problèmes, évidemment, on les prend en charge. Et il y a une nouvelle dynamique qui est là. Mais la direction générale de la diaspora ne s'occupe pas seulement des cas de crise, mais c'est un moyen aussi d'inciter les Ivoiriens qui sont à l'extérieur de venir, de rentrer au pays pour voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, ils peuvent investir. Et nous rentrons dans cette logique-là, dans la diplomatie économique. Et l'État d'encourager les Ivoiriens de la diaspora à avoir recours aux canaux officiels en cas de difficulté. Depuis plusieurs années, la diplomatie ivoirienne encourage le rapatriement volontaire. Autre Koné Mariam, cas particulier, ils étaient 6 Ivoiriens cet après-midi à rentrer au pays et intégrer le mécanisme de prise en charge du rapatriement volontaire. Dans le reste de l'actualité, 25 avril, l'ultimatum fixé par la CEDEAO au Burkina Faso et à la Guinée pour fixer des chronogrammes de transition a expiré. Mais Ouagadougou et Conakry demandent un peu plus de temps pour officiellement poursuivre leurs consultations. Ebola en République démocratique du Congo, le ministère de la Santé et ses partenaires ont lancé ce mercredi une campagne de vaccination dans la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, au nord de la RDC. L'objectif est de stopper le plus rapidement possible l'épidémie d'Ebola qui a déjà fait 2 morts depuis le 21 avril. La précédente épidémie dans cette province remonte à 2020. Excellente journée à toutes et à tous. Retrouvez Naomi pour la suite. Alors, je ne vais plus me tromper, hein. J'avais reçu frère Koné tout à l'heure avec Régis, je dis Régis Koné. Et en plus, c'est Abdoulaye Koné qui sera là demain. Ça dit, on est entouré des Koné. Désolé, hein, Alors, là, aujourd'hui, c'est férié. Vous faites quoi après? Boulot. On va privilégier le repos. Voilà. Mais vous êtes à l'antenne aujourd'hui encore? Demain? Ah oui, donc. Demain, 23h, samedi, 23h. Vous aurez le temps donc de vous reposer un tout petit peu. On a été très heureux de vous avoir du lundi à aujourd'hui, jeudi, pour les 3 flashs d'informations chaque fois sur Matin Bonheur. Reposez-vous bien. Salutations à toute la famille. Et puis, lundi, vous serez en compagnie de Angeval pour reprendre les flashs d'informations. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Merci Régis. Merci. À bientôt. À bientôt. Bon repas à vous. Merci. Alors, tous nos invités sont passés. Mais vous savez que les jeudis, sur Matin Bonheur, on parle alimentation avec un spécialiste. Il est maître assistant à l'université Nangui à Brogrois.
Docteur Envo Blanchard est sur notre plateau et nous parlerons ensemble des attitudes à avoir, surtout après le moment de jeûne. Pendant le mois du Ramadan, pendant j'ai envie de dire, le mois de jeûne des chrétiens pour la Pâque, on a adopté certaines attitudes qu'il ne faudrait pas. Il n'a pas voulu lancer l'alerte. Il s'est dit, laissons tout le monde prier tranquillement. Et puis après, on va tirer sur la sonnette d'alarme pour dire, attention, attention. On s'est laissé aller avec de la bouillie, des dattes, enfin tout ce qui est sucré à la rupture. On n'aurait pas dû le faire. Il faut qu'on retrouve les bonnes habitudes. Docteur Envo, bonjour et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Naomi. Et puis merci, vous nous avez laissé jeûner d'abord. Maintenant, là, vous allez nous dire, attention, il faut changer les habitudes. Mais on en parle juste après ça. Docteur Envo, oui. C'est chaud, hein? On ne s'est pas bien comporté pendant le jeûne. Hein? Effectivement. Alors, quand on coupe le jeûne, généralement, on prend de la bouillie, que ce soit de la bouillie de mil, de la bouillie de riz, de la bouillie de maïs, de la bouillie de... En tout cas, on s'est laissé aller. En plus, imaginez, bouillie de mil, bien sucrée, avec du lait à l'intérieur. Donc, ça fait doublement sucré. Et puis, il y en a des galettes. Le womi, c'est sucré. Le bofloto rouge, là, c'est sucré. Et puis après, on prend les dattes. C'est sucré. Très sucré. Après, on prend du jus de bissap, du jus de gingembre. En fait, on s'est laissé aller. Et ça, c'est dangereux, c'est ça? Effectivement. Et c'est pour ça qu'il faut que ça s'arrête après la fête. Parce que souvent, il y a des habitudes que nous avons et nous continuons. Il y a toujours dit ici que le sucre après 17 heures est dangereux. Dangereux. Et voilà. Et imaginez un peu, les oranges que nous avons, les oranges sont sucrées. Les oranges font par exemple 14 à 17% de sucre. Les dattes en font 66%. Pardon? Les dattes font 66% de sucre. Les dattes, 66% de sucre. Les dattes que nous avons là. Mais il y a 5 personnes qui peuvent se mettre là à manger 4, 5, 6 dattes sur place. Hey, ça c'est petit, hein? Nous on dépose assiette même. Voilà, c'est un peu ça, c'est très sucré. Voilà. Je me rappelle, l'autre, un ami me disait, mais il n'est écrit nulle part qu'après le jeûne, on doit couper avec les dattes, il n'est écrit nulle part. Donc, et alors, des habitudes. Voilà. Il faut prendre des fruits. C'est pour ça. C'est compliqué. C'est pour ça ce matin, il intervient pour dire il y a des choses, il faut que nous arrêtons. Parce qu'on dira c'est juste pour un mois. Il y a certaines choses que nous avons faites et durant le mois, on se dit c'est juste pour un mois, ça peut ne pas trop impacter. Mais encore, ça a beaucoup impacté. Vous savez pourquoi? Il explique une chose. Dites-nous. Il a toujours dit une chose que aujourd'hui le monde plie sous le poids du sucre. Aujourd'hui le monde a un problème de sucre. La plupart des maladies métaboliques que nous avons, que ce soit le cholestérol, les maladies cardiovasculaires, le diabète, le poids, etc., tout part du sucre, de notre excès de consommation. Et vous nous avez apporté des images, des chiffres vérifiés par l'OMS. Voilà, donc le monde souffre aujourd'hui d'un problème de consommation de sucre. Et durant cette période du Ramadan, nous en avons plus consommé, plus souvent d'habitude. Parce que, je vous dis une chose, que le sucre se comporte différemment selon la technologie qui doit être appliquée. Vous faites la bouillie de riz. Tous les hommes qui vont faire de la bouillie de riz vont faire du cholestérol. Le mauvais cholestérol. Oui. En fait, et c'est ça. En fait, je pense, moi particulièrement, j'aime pas trop la bouillie de mil, mais j'adore la bouillie de riz. Donc je vous regarde, là, j'ai mal au cœur. Là, je ramène, je vous dis juste que, il a toujours dit ici que lorsque une femme a une activité ovarienne, vous les dames, quand vous allez boire, vous n'aurez rien. Non, 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 parce que vous êtes protégés. Aussi longtemps qu'une femme a une activité ovarienne normale, vous allez boire les jus, pas grande chose. C'est rare. C'est lorsque vous exagérez. Voilà, mais nous, les hommes, toutefois que nous prenons une goutte, ou bien un gobelet, ou bien une cuillère de bouillie de riz, nous déposons du cholestérol, nous en produisons. C'est ça le danger, voilà. C'est pour ça que vous allez voir souvent que dans les foyers, c'est nous les hommes qui sommes souvent morbides. Nous sommes les premiers à tomber malades, nous sommes les premiers à faire des AVC. C'est vous des... Généralement, c'est les hommes. Bon, on trouve des arguments, non, parce que nous ne sommes pas bons. Tous les garçons sont... il a failli dire ça. Tous les garçons sont bons, on n'a rien fait de mal. Alors, donc, il dit, parce que nous ne tolérons pas le sucre. Et j'invite les hommes à le faire. C'est-à-dire que vous faites beaucoup attention. Durant cette période de jeûne, là, vous êtes laissés aller, mais il faut que ça s'arrête. Parce que souvent, nous disons que ça a été fait durant la période. Bon, je vais prolonger mon jeûne, et puis on continue. Pourtant, je vous assure, prendre une bouillie le soir, ça impacte doublement ou bien triplement sur la santé. D'abord, du fait que c'est le soir, ça va vous bousiller les yeux. Oui. Vous allez voir que votre vue va baisser. Et puis en plus, vous produisez du cholestérol. Donc une atteinte cardiovasculaire qui va se présenter. C'est pour ça qu'après les jeûnes, on a beaucoup plus de malades dans les hôpitaux. Voilà, beaucoup.
Beaucoup. Parce que ça grimpe. Hein. Effectivement, parce que d'abord, nous ne connaissons pas nos valeurs, d'abord nos chiffres au niveau du cholestérol avant le jeûne. Et nous faisons le jeûne avec ce comportement. Donc, en fait, ce n'est pas le fait d'avoir trop mangé. Ce n'est pas parce que les gens mangent trop que les gens tombent malades. C'est juste parce qu'on consomme mal le sucre le soir. Les deux à la fois. Ah. Ça dit quoi? Et nous avons fait une enquête qui a montré que la manière dont les gens font le carême en Côte d'Ivoire impacte sur le diabète. C'est-à-dire que la journée, on ne mange pas beaucoup, puis le soir, on mange cette manière de faire. Mais le jeûne, là, c'est une période de pénitence, une période d'élévation spirituelle. Mais quand le soir, on se dit, on va rattraper tout ce qu'on n'a pas mangé, ça, c'est pas un jeûne. Est-ce que c'est vraiment possible? Parce que moi, je regarde certaines personnes autour de moi, souvent, quand elles ont fini de jeûner, c'est difficile de bien manger. Vous savez, chez les musulmans, il y a la rupture, où on peut prendre des galettes, la bouillie, tout. Et puis après, il y a le dîner. Okay. Mais il y a des gens, quand ils ont fait la rupture avec la bouillie, les galettes, ils ont du mal à dîner. C'est comme si l'estomac s'était rétréci. Ça, c'est la meilleure manière. C'est-à-dire qu'à la rupture, juste une boisson chaude, sans forcément de sucre, avec juste un petit fruit pour nettoyer la bouche. On va faire la petite prière, on revient. On fait juste un petit repas, puis ça va. Ouais. Mais certaines personnes, d'abord, à la rupture, vont faire un gros repas. Ils vont prier quand ils viennent, nous faire un deuxième gros repas. Attention. De sorte que, voilà, le soir, nous accumulons tellement le sucre, alors que nous ne maîtrisions pas le risque que nous avions avant de faire ce jeûne-là, le risque de diabète que nous avions. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'invite ce matin à voir le comportement que nous avons eu durant cette période de jeûne-là, que ça s'arrête durant la période de jeûne. Parce que, d'abord, ça impacte sur la santé. Mais comme c'est durant un mois, je pense que c'est mieux que le prolonger pour dire non. Comme on a fait le carême, je me sentais bien, non, je vais le prolonger encore sur 1 mois, 2 mois. Et ce comportement n'est pas bon. Donc, voilà. Il y a, en termes de diabète, comme je le disais chaque fois, il y a peut-être l'intolérance du sucre par rapport au pancréas, ou bien il y a aussi ce qu'on appelle la quantité de sucre que nous mangeons, mais il y a ce qu'on appelle le comportement alimentaire. Il y a un comportement qui donne diabète, et je l'ai dit ici. C'est-à-dire que ceux qui disent, la journée, je n'ai pas le temps de manger, et que c'est le soir, je vais manger, je dis toujours, vous et puis le diabète, c'est une question de temps. Voilà. Et c'est ce que nous avons fait durant la période de jeûne. C'est-à-dire que la période de jeûne, la journée, nous n'avons pas le temps de manger. Ça a arrangé beaucoup de personnes comme ça a dérangé. Et c'est surtout le soir que nous mangeons beaucoup. Ce comportement-là, il n'est pas bon. Ce comportement, il n'est pas bon. Ce comportement, moi je dis, il donne le diabète. Ne pas manger la journée, puis le soir, manger beaucoup, surtout manger beaucoup de sucre le soir, ce comportement entraîne le diabète. Mais au-delà du sucre, vous nous dites aussi que ce n'est pas bon de manger très chaud. C'est le sucre. Le sucre, vous voyez, alors, j'ai dit tout à l'heure que il y a en science, c'est ce qu'on appelle l'index glycémique des aliments. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle un aliment passe dans le sang. Et la science montre que lorsque vous avez du riz que nous avons, celui qui va préparer le riz, il va le manger simplement, un peu froid à la température normale. Et celui qui va manger le riz chaud, celui qui mange le riz chaud, c'est comme s'il a bu un jus de fruits. Et vous avez remarqué que souvent quand vous mangez le riz un peu chaud, vous digérez rapidement. Vous remarquez, quand vous mangez le riz, quand c'est un peu chaud, vous digérez, avant 14h, 15h, le ventre est bien plat. Voilà, c'est un peu parce que la digestion était trop rapide. La science montre qu'au-delà de 60 degrés, le riz se comporte comme un jus de fruits. Donc, bac à chaud des riz, là, c'est pas... Là même, c'est encore dangereux. Pour les hommes, surtout pas pour les femmes. Et il invite les hommes, ne mangeons pas le riz quand c'est chaud. Mais comme ce sont nous les femmes, généralement, qui sommes à la cuisine, donc peut-être qu'on va faire attention. Parce que nous, on prépare ce qu'on aime aussi. Ah oui, il y a ça aussi. Souvent, les hommes aussi, comme on vous suit là, c'est pas chaque fois qu'on se casse le nez. Donc nous-mêmes, on va faire attention, c'est mieux, on va se mettre dedans en même temps. Et c'est un peu comme... Donc le riz, quand c'est un peu chaud, il se comporte comme c'est un jus de fruits. Donc la bouillie, je suis en train de parler français ivoirien. La bouillie bien chaude de riz, non. Mais si c'est un peu tiède, on peut. Oui, il faut que ce soit glacé. C'est le terme bouillie là même, je sais qu'on peut se réduire. On doit réduire la bouillie. Réduire. Mais quand on a jeûné, on coupe quoi? De l'eau quoi? Ou bien du thé seulement? On peut un thé chaud ou bien une boisson chaude là, et puis après on prend juste un petit fruit pour nettoyer la bouche. Quelle boisson chaude en dehors du... Mais on peut boire l'eau chaude ou bien du thé. L'eau chaude. Du café, voilà, c'est juste détendre un peu l'estomac. Et puis on prend un petit fruit là, c'est juste nettoyer la bouche pour dire apprêter la nourriture qui va arriver. Ah, docteur, ça va être chaud. Donc tout ce qui est bouilli là, il faut qu'on réduise un tout petit peu. Ça a été fait durant la période de jeûne. Je souhaite que ça s'arrête. Voilà. Je souhaite que ça s'arrête. Vous voyez, je donne un exemple. Sinon, bac à chaud des riz, bofloto, matin. Docteur. On a fait l'enquête, on a vu par exemple des gens. Je vais vous donner une recette très intéressante. Le riz local. On fait le riz local en bouillie avec du lait. C'est bien intéressant. C'est bien intéressant. C'est ce que Molière appelait en son temps une matelas d'aiguille. Voilà. Ça veut dire que c'est intéressant. C'est très intéressant de prendre la bouillie. La bouillie, c'est intéressant de prendre. Mais sachez que vous êtes en train de créer quelque chose.
vous allez voir, lorsqu'on fera le bilan, ce qu'on appelle le LDL cholestérol, le mauvais cholestérol chez vous, ça va grimper. Il faut qu'on fasse très attention. C'est des choses que le garçon ne fait pas. La femme ayant une activité, ça passe. Mais nous, les hommes, il y a certaines choses que nous devons arrêter. Attention. La période de jeûne finit bientôt, arrêtons. Ouais. Ne prolongez pas ce comportement-là parce que ça va impacter sur notre santé. En fait, s'ils n'ont pas vu la lune dimanche, la fête va se faire obligatoirement mardi. Dans tous les cas, dans 2-3 jours, là, stop. Voilà. Ne prolongez pas ce comportement parce que d'abord même, on aurait dû ne pas le faire. Mais parce qu'il n'est écrit nulle part qu'on rend le jeûne avec des dates ou bien avec la bouillie. Nos habitudes, on a vu faire, on n'a fait que copier. Voilà. Et lorsqu'on fait souvent des analyses, on se rend compte que beaucoup de gens tombent malades après cette période de jeûne-là. Alors nous disons que ça s'arrête après le jeûne. Ne prolongez pas ce comportement-là parce que, je vous donne l'exemple d'un jeune garçon qui est reçu de juste 25 ans qui fait un taux de cholestérol très élevé. Pour son programme, il a calculé son argent le matin, il va au travail 500 fois. C'est-à-dire que le transport fait 150, donc il prend la bouillie 200 avec des galettes 150, avec 350. Tous les matins, il est programmé pour la bouillie de riz. Tous les matins, il est programmé pour la bouillie de riz, tous les matins. Un matin, il est venu, un jeune garçon, 25 ans, 6 ans, il a un taux de cholestérol très, très élevé. Un peu, voilà, c'est ça. Attendez, mes cadreurs ici, s'il vous plaît, SOS, avec le réalisateur en chef. En fait, on a l'habitude ici, on va arrêter. Bouffe le taux rouge bien sucré, là. Avant de commencer matin, bonheur, ça c'est les à côté. Hein. Ça c'est une fois en passant. Non, hein, ici c'est pas une fois en passant. Régulièrement, on fait tour à tour. Si lui, si c'est Bomba qui envoie aujourd'hui, demain c'est X chaque qu'on envoie. On dit les gars, bonzons, et puis nous tous. Voilà, souvent c'est ce comportement de groupe là. Voilà, souvent c'est un peu. Moi, ensemble là, c'est doux, et puis on s'oublie, on cause, on rigole avant de commencer. C'est pour nous réveiller, quoi. Oui, mais 5h30. Ça, c'est les choses, souvent ça arrive. Aujourd'hui, c'est la galette, et puis après, demain on change. Mais quand ça devient galette rouge à tous les jours. Comme votre patient. Oui, quand lui va au travail, lui, il a programmé. Nous, si on a programmé, en fait, à matin bonheur. Donc, je suis en train de dire à nos amis, il faut qu'on arrête une fois en passant. Vous savez que la galette est salée, que ça vous fait grossir. Ah, mais c'est doux. Non. Et puis la galette rouge, c'est salé sucré en fait. Oui, salé sucré. Parce qu'on met du sel dedans. Effectivement, voilà. Donc c'est doublement dangereux, mais bon, en groupe, lundi, en groupe, en passant. Quand c'est les choses, c'est une fois en passant, ça peut arriver. Alors, c'est pourquoi ça il dit toujours l'alimentation adaptant selon notre âge. C'est ça. Voilà, les choses, on peut faire, bon, il me rappelle, la galette, on l'a mangée une fois. Mais à un certain âge, se ramener... Les amis ne m'invitaient plus le matin, plutôt des matins. À un certain âge, se rabattre encore sur les galettes, comme si on encore jeune. Vous voyez un peu, c'est des choses, bon, c'est pas intéressant. C'est pas thème ivoirien, non, on ne vieillit pas, on est jeune, on pense qu'on a du temps, tout. Mais on peut revenir, quand on est jeune, faisons du sport comme on est jeune. Faisons le sport quand on était jeune. Ah ouais, ok. Non, finis de courir, là, le matin, tu cours, tu rentres ici. Dans ce cas, ne trions pas certains comportements, choisissez certains. Puis voilà, si on le fait, bien, on ne le fait pas. Mais ce qu'on aimerait qu'on fasse, c'est qu'à un certain âge, nous les hommes surtout, nous sommes beaucoup impactés. Il y a certaines choses que la femme tolère, mais nous les hommes, nous ne tolérons pas beaucoup. Donc je souhaite qu'il y ait un certain comportement, surtout la consommation de sucre durant cette période de jeûne, là, vraiment, voyons. Et je me demande comment les Ivoiriens font, comment est-ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'il y a un comportement que nous faisons tous, et beaucoup de gens le font. Pourquoi quand on est le soir qu'on mange les fruits? On dit manger 5 fruits et légumes par jour. Donc bon, on n'a pas eu le temps la journée. C'est quand ils descendent le soir. Mais vous allez voir, toutes ces personnes ont tous des problèmes de vue. Ils ont tous des problèmes de vue. Nous autres, là, voici une ici et ses lunettes. C'est ça. Donc, d'abord, ils faisaient ce comportement. Et durant la période de jeûne, ils ont fait encore ce comportement. C'est-à-dire qu'après, ils ont fait un jus. Alors, je souhaite que durant la manière dont nous avons consommé le sucre durant cette période de jeûne, vraiment, essayons d'arrêter. En plus du sucre chaud, comme vous l'avez dit. Vous voyez, la bouillie, là, quand c'est au feu. C'est intéressant. Quand c'est au feu, c'est à la fin de la cuisson. Là, la bouillie est chaude. On met du beurre, du lait. On met du sucre vanillé dedans, et puis un grain de beurre. Ah, vous connaissez? Non, on connaît. En fait, on connaît ça. Et puis on dit, ça, c'est pas de mon âge. Voilà. Il y a certaines choses, disons, ça, c'est pas de mon âge. Voilà. Les jeunes vont le faire, les jeunes vont boire leur bouillie, ou bien les enfants, les femmes vont boire leur bouillie. Mais l'homme, le garçon, le père de famille de 42 ans, 45 ans, 50 ans... Qui ne fait pas du sport en plus. Voilà, il dira que ça, c'est pas de mon âge. Quand la femme fera pour lui dire que ça, c'est pas mon truc. Il peut arriver un jour, ok, par nostalgie qu'il a goûté, mais quand c'est répété, il dit non. Il dit à sa femme, non, ça, c'est pas mon truc. Voilà, ça, c'est pas mon truc. Tout part de l'éducation. Il faut qu'on soit informé et qu'on ait une très bonne éducation alimentaire. Il faut essayer. Et j'aimerais aussi dire qu'aujourd'hui, souvent, certaines fois, par exemple, des coups de mariage, etc., des coups de mariage. J'aimerais aussi que, voilà, pour s'installer dans un couple.
C'est-à-dire que quand deux personnes vont se marier, ils vont aller vivre ensemble, alors ils doivent souvent se demander quel comportement alimentaire adopter. Parce que, quand on leur dit de faire des tests avant de se marier, là, ils ne veulent pas. Pourtant, c'est important. Il y a ça, parce que souvent, je vous assure, je ne suis pas en train comment on dit, d'incriminer la femme. Mais souvent, nos femmes tombent souvent dans ce qu'on appelle la facilité. C'est-à-dire que monsieur va dire, ah, j'ai appris que manger le riz le soir, c'est pas bon. Mais vous allez, quand vous revenez, c'est ce qu'elle a mis, c'est ce qu'elle a mis. Tu vas beau parler, c'est ce que tu vas manger. Alors que ça, on sait où ça arrive. Mais pourquoi vous nous indexez comme ça? Non, parce qu'il y a un livre qui a dit Non, docteur. Il y a un livre. La popote que vous me donnez. Non, tout se discute alors. Ah, c'est ça. Parce que si la popote que vous m'avez donnée là, ça peut payer seulement le riz. Ah, mais c'est riz à manger. Non, souvent, faites un peu cet esprit d'ingéniosité, créer des choses. On crée comment? La vie est chère, docteur. On va créer des choses pas trop chères. On va pas manger petit pois tous les soirs aussi. Je souhaite, non, attends, le soir, un petit quedignou avec une petite sauce claire avec un petit bout de pain, ça passe. Voilà, ça peut arriver une fois la semaine, ça peut arriver. De quoi? Vous savez, quedignou des viandes, là, c'est pas doux. C'est son poulet, là, qui est doux. Ah, ok. Les champignons aussi, c'est intéressant. Les champignons, les gésies, on vend 1 à 100 francs. 2 à 300 dans le vent, on peut faire un bon... Mais vous savez effectivement que je suis dans un rôle, je me mets dans la peau de plusieurs téléspectateurs pour vous donner leur réaction. Mais c'est tellement important ce que vous dites. Il faut déjà, même quand on se marie, quand on est en couple, qu'on fasse attention. Après un bilan de santé, qu'on se parle, qu'on dise... Il arrive aussi que ce soit les hommes qui aiment le riz, on peut lui dire, chérie, attention, avec ton état. Voilà, c'est en cela qu'on reconnaît nos femmes. Votre moyen de nous faire, vous voyez, nous les hommes, là, nous sommes comme ça. Donc, votre moyen de nous câliner, vous allez faire des suggestions. Mais vous dites juste doucement, ah, Coco, ça, là, le soir, là, c'est pas bon. Dernièrement, il a dit à une famille, moquez-vous un peu de votre papa. Toutefois que vous allez voir votre papa manger le riz le soir, faites une petite moquerie. Papa, le riz, c'est pas bon le soir. Papa, à force de répéter, taper sur le tympan un peu, un jour, le père, il n'est pas inconscient. Il va se rendre compte qu'effectivement, le riz le soir, il va Mais là, on a parlé des couples. Mais j'ai beaucoup de célibataires dans mon équipe, là. Et je vous embrasse, les gars. Ça va changer, Inch'Allah. Par la grâce de Dieu, vous allez vous marier bientôt. Amen, mais ils sont toujours au kiosque. Les spaghettis. Bon, souvent, ils sont encore jeunes. Oui, les jeunes, ils sont encore jeunes. Non, il y a des célibataires de 40 ans ici, hein. Bon, leur santé aussi est impactée quand c'est comme ça. Donc, spaghetti le soir, là aussi, attention, non? En tout cas, pas moi. Voilà, vraiment. Donc, vous ne conseillez pas ça. Voilà. Mais j'ai dit, on peut le manger, vous voyez. Une fois en passant, les gars, stoppez les spaghettis. Alors, là, encore, quand je vais dire, vous direz, par exemple, voici quelques menus, quelques petites recettes. On fait des spaghettis à l'haricot, des spaghettis au petit pois, ça existe, non? Les spaghettis au petit pois, c'est intéressant. Spaghettis au petit pois avec du poulet, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Moitié petit pois, moitié spaghetti, oui, bon, du poulet, ça passe. Donc, un enfant de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 35 ans, un jeune homme de 35 ans, il va manger un plat de spaghetti 100%. Oui. Mais à un certain âge, à mon âge, voilà, pas mettre un plat de spaghetti comme si je suis encore jeune, pas possible. Voilà, c'est plein de sucre. C'est du blé, c'est du sucre. C'est un peu comme ça que ça marche. Donc, je souhaiterais que le sucre le soir, réduisons le sucre le soir. C'est ce comportement-là, c'est ce que j'appelle le comportement alimentaire qui dit que la journée, je n'ai pas le temps de manger, que c'est le soir, je vais bien manger. Je vous assure, ce comportement, nous connaissons déjà. Donc, docteur nous a donné des exemples. Hein. Vous êtes jeune, mais on fait quand même attention. D'accord, les amis, on est célibataire, on va tout le temps au kiosque pour prendre des spaghettis, essayez de changer. Par exemple, vous pouvez manger les spaghettis lundi et jeudi, et puis les autres jours de la semaine, demandez des petits pois. Par exemple, voilà, ce serait bien. Bon, okay? C'est intéressant. Voilà. Même si c'est la viande qu'on a fait en choukouya ou bien, par exemple, la viande qu'on a fait sauter, manger avec du pain, ça passe. Et puis le soir, on n'est pas obligé d'être trop rassasié, léger. Bon, c'est intéressant comme ça le soir. Vous voyez, souvent on dit non, on n'a pas les moyens. Vous assure, mais si vous n'avez pas les moyens, faites une petite sauce claire avec un peu de pain. C'est moins cher. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons faire attention. Effectivement. Vraiment attention. Et j'insiste sur une chose. J'aimerais que tout le monde sache qu'aujourd'hui, le monde est en train de couler sous le poids du sucre. C'est dangereux. Sous le poids du sucre. Tout ce que vous allez appeler, par exemple, maladie cardiovasculaire, on m'a dit, par exemple, que le cœur se fragilise à cause du sucre. Les artères vont vieillir à cause du sucre. Vous allez faire du cholestérol à cause du sucre. Le cholestérol que nous avons dans le sang, la science dit 75% du cholestérol a été produit par le foie, mais à partir du sucre que vous lui avez donné. Voilà, donc l'obésité à cause du sucre. Donc vous voyez un peu que tout est une question de sucre. Nous mangeons
trop de sucre. D'abord, nous mangeons beaucoup. Nous mangeons beaucoup. Et surtout, nous mangeons beaucoup de sucre. Attention, attention à toutes et à tous, vous suivez Matin Bonheur. Docteur Envo fait ce qu'il peut à son niveau pour nous éduquer. Là, on a passé un bon moment dans des mois de pénitence. Je dis des parce que les chrétiens ont commencé, les musulmans aussi enchaînent. On a élevé notre esprit, on a éduqué notre âme, on a éduqué notre spiritualité, tout ça, mais il faut éduquer notre comportement alimentaire. Il faut que les choses changent, s'il vous plaît. On a arrêté de jeûner pour les chrétiens catholiques. Là, on va arrêter avec les musulmans, quoiqu'après, chacun de façon personnelle ait son temps de jeûne. Mais attention, on n'est pas obligé de prendre des boissons chaudes très sucrées pour rompre le jeûne. Du thé chaud, mais sans sucre aussi, voilà, ça passe bien. Voilà. Avant de prendre un petit repas, une petite salade, s'il vous plaît. Hein, faisons attention parce que la Côte d'Ivoire a besoin de nous, nos familles ont besoin de nous, nos amis. Et voilà. Docteur, on vous dit merci. Merci beaucoup, Naomi. Je dis que quand on veut rentrer dans les sujets, pion, le temps passe comme ça. On a envie de vous garder plus longtemps sur le plateau, mais le temps qui nous est imparti s'est écoulé. On a passé un bon moment. Bon jour de férié. Vous ne travaillez pas aujourd'hui, non? Non. Mais il réfléchit. Les chercheurs, ça cherche toujours dans la tête, donc c'est non-stop pour le boulot. Merci, docteur. Et puis à très bientôt. Alors, pour nous dire au revoir, et si on revenait sur l'information du jour, il faut vous rappeler qu'il y a la foire de Paris et la Côte d'Ivoire est à l'honneur à cette foire qui commence aujourd'hui et qui prendra fin le 9 mai. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Bon repos pour tous ceux qui ont veillé et puis profitez bien, reposez-vous bien pour ceux qui ne partent pas au boulot et qui justement vont passer la journée en famille. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On se retrouve demain. Merci.